On s'est tous déjà demandé, non? Pourquoi le simple son d'une notification peut nous faire bondir de joie ou de stress? Ou comment on a bien pu apprendre à faire du vélo sans même y réfléchir? Eh bien, aujourd'hui, on plonge au cœur de la science de l'apprentissage. On va ouvrir ensemble cette fascinante boîte à outils que notre cerveau utilise à chaque seconde. C'est parti! Commençons par ça, cette question toute simple. Pensez-y une seconde à ce fameux son. Cette réaction, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle n'est pas innée. C'est quelque chose qu'on a appris. Et cette petite expérience du quotidien, c'est en fait la porte d'entrée parfaite pour comprendre les grands mécanismes de l'apprentissage. Alors, c'est quoi l'apprentissage d'un point de vue scientifique? La définition la plus simple, c'est celle-là. C'est un changement de comportement qui vient d'une expérience. La réaction au son de la notification, c'est l'exemple parfait. L'expérience répétée de recevoir des messages avec ce son a modifié notre comportement. Ça crée une réponse qui est devenue quasi automatique. Pour bien piger comment tout ça fonctionne, on va utiliser une image, une métaphore, celle de la boîte à outils de l'apprenant. Imaginez que notre cerveau a cette boîte remplie de stratégies différentes pour apprendre. On va découvrir ensemble les 4 outils principaux que la science a réussi à identifier. Le tout premier outil, le plus basique, c'est celui qui nous permet de savoir quoi ignorer. Ça peut sembler un peu bizarre dit comme ça, mais en fait, c'est vraiment la base de tout le reste. Pensez au bourdonnement du frigo dans votre cuisine ou au tic-tac d'une vieille horloge. Au début, on y fait attention, et puis, petit à petit, le cerveau apprend que ce n'est pas important et il le met en sourdine. Ce processus, ça s'appelle l'habituation. C'est une forme d'apprentissage vital qui nous évite d'être complètement submergés par des milliers de stimulés sans intérêt. Et ça, ce n'est pas juste une impression, ça a été mesuré scientifiquement. Regardez ce graphique. La courbe est très claire. Au début, la réaction au stimulus est forte. Et puis, plus il se répète, plus la réaction s'effondre. C'est littéralement notre cerveau qui apprend à se dire « Ok, c'est bon, j'ai compris, ce n'est ni nouveau, ni dangereux, et ça nous libère pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment. » Allez, on passe à un outil un peu plus sophistiqué, celui que notre cerveau utilise pour créer des liens entre les choses, entre les événements. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par association ou le conditionnement classique. On a tous ce souvenir en tête, pas vrai? La petite musique du marchand de glace. En soi, la mélodie ne veut rien dire, mais on l'a associée au plaisir de manger une bonne glace en été, et l'association est tellement forte que rien que d'entendre cette musique peut nous donner de l'eau à la bouche. Eh bien, c'est exactement ce qu'un certain scientifique russe a étudié il y a plus d'un siècle. Ce scientifique, c'était Ivan Pavlov. Et voici sa recette, décomposée pour que ce soit super simple. Au départ, c'est logique, la nourriture fait saliver le chien. C'est un réflexe. Une cloche, par contre, ne lui fait ni chaud ni froid. Ensuite, l'étape clé. Pavlov fait sonner la cloche juste avant de donner la nourriture. Il répète, 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 et à la fin, magie. Le simple son de la cloche suffit à faire saliver le chien. Une nouvelle connexion a été créée dans son cerveau. Et voilà à quoi ça ressemblait, le montage original de son expérience. Ce qui est dingue, c'est de se dire qu'un son complètement neutre, une simple cloche, a pu être recablé dans le cerveau du chien pour déclencher une réaction physique bien réelle. Et notre cerveau, il fait ça tout le temps, sans qu'on s'en rende compte. Il crée des liens invisibles qui guident nos émotions et nos réactions. Et ce principe peut même s'étendre, se généraliser. Il y a eu une expérience célèbre, bien que très discutable aujourd'hui, avec un bébé surnommé le Petit Albert. On l'a conditionné pour qu'il ait peur d'un rat blanc. Mais très vite, sa peur s'est propagée, non seulement au rat, mais aussi à un lapin, à un chien et même à un simple manteau de fourrure. L'association s'était généralisée à tout ce qui était blanc et poilu. Troisième outil de notre boîte. Là, on change un peu de logique. On passe à un apprentissage où on apprend des résultats de nos propres actions. C'est le conditionnement opérant. Le comportement n'est plus un réflexe automatique, il devient volontaire. Le mécanisme de base est super intuitif. Il repose sur un duo, le renforcement et la punition. Le renforcement, c'est comme si l'environnement nous donnait un pouce en l'air pour nous dire « Continue, c'est bien ce que tu fais ». La punition, à l'inverse, c'est le pouce en bas qui nous décourage de recommencer. En gros, notre cerveau apprend en permanence à chercher les conséquences positives et à éviter les négatives. Pour étudier ça de manière très précise, le psychologue B.F. Skinner a inventé un dispositif qui est devenu célèbre, la boîte de Skinner. L'idée est simple. On met un animal, comme ce rat, dans une boîte. Par hasard, il appuie sur un levier et hop, il reçoit de la nourriture. Très vite, ce n'est plus du tout du hasard. L'animal choisit délibérément d'appuyer encore et encore sur le levier. Son comportement a été façonné, sculpté par les conséquences positives. C'est l'apprentissage en action. On arrive au dernier outil, le plus complexe, le plus social et peut-être le plus humain de tous, notre incroyable capacité à apprendre tout simplement en regardant les autres faire.
C'est un autre psychologue, Albert Bandura, qui a vraiment mis en lumière cette idée révolutionnaire. On n'a pas besoin de toucher une plaque brûlante pour savoir que ça fait mal. On peut apprendre en voyant la réaction de quelqu'un d'autre qui se brûle. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage vicariant, ou par observation. On apprend des expériences des autres en les regardant agir et en voyant les conséquences de leurs actes. C'est le fondement de toute notre culture et de notre éducation. Mais attention, pour que ça marche, pour qu'on apprenne vraiment en regardant, Bandura a montré qu'il y a 4 étapes indispensables. D'abord, l'attention. Il faut vraiment remarquer le comportement du modèle. Ensuite, la rétention. Il faut s'en souvenir, le garder en mémoire. Troisièmement, la reproduction. Il faut être physiquement capable de refaire le geste. Et enfin, l'étape cruciale, la motivation. Il faut avoir une bonne raison de vouloir imiter ce comportement, souvent parce qu'on a vu que le modèle a été récompensé pour ça. Alors, si on fait un petit récapitulatif de notre boîte à outils du cerveau, on a l'habituation, pour faire le tri et ignorer ce qui n'est pas important, le conditionnement classique, pour créer des associations et des réflexes automatiques, le conditionnement opérant, pour apprendre de nos réussites et de nos échecs, et enfin, l'apprentissage social, pour apprendre des autres sans avoir à tout expérimenter soi-même. 4 mécanismes super puissants qui tournent en permanence dans notre tête. Et on termine avec cette question pour réfléchir. Maintenant qu'on a un peu décortiqué ces mécanismes, à votre avis, lequel de ces outils est le plus actif dans notre vie de tous les jours ? Lequel façonne le plus nos habitudes, nos peurs, nos goûts, nos compétences, souvent de manière complètement invisible, totalement inconsciente ? La réponse, c'est sans doute un mélange complexe et fascinant de tout ça.